Coucou, c'est Malou et bienvenue dans ce podcast littéraire de Books and Blabla. Salut, on est parti pour un nouveau récap livresque, celui du mois d'octobre, et vous allez voir que c'est assez diversifié ce mois-ci. Donc ça y est, j'ai enfin terminé le tome 4 de Campus Drivers de C.S. Quill, Love Machine, paru chez Hugo Roman. Et Dieu que ça a été long. Comme je vous l'ai dit le mois dernier, il m'a plongé dans une grosse panne de lecture et je suis restée dessus bien 3 semaines. Ça m'a quand même fait plaisir de retrouver toute la petite bande, mais franchement, j'ai plus le même engouement qu'à l'époque et c'était assez long à se mettre en place. Je me suis un peu ennuyée, sauf durant les 200 dernières pages où il y avait un peu plus d'action. La bande à Lewis est de retour et cherche à nouer un partenariat avec les fondateurs de la Love Machine afin de conduire les étudiants du campus à leur rendez-vous. Juliette doit apprendre à remonter en voiture, Raphaël déteste l'amour et ces deux-là vont devoir passer quelques temps ensemble. Bon voilà, c'était sympathique mais sans plus, et lire de la romance, c'est vrai qu'en ce moment c'est assez compliqué pour moi, même si j'ai quand même hâte de lire le tome 5 pour terminer cette saga. Le second livre que j'ai lu, c'est Le destin de Newt de James Dashner, un spin-off sur le personnage de Newt dans la saga Labyrinthe. Dites-vous, ça fait presque 4 ans que j'attends ce livre parce qu'il était sorti en 2020 et j'attendais désespérément la version poche parce que PKJ tarde toujours à sortir ses livres poche parce qu'en fait c'est dû au nombre de ventes. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à mon épisode sur la guerre des formats. Donc j'ai fini par l'oublier et puis là j'ai vu il y a pas longtemps qu'il allait sortir en poche, du coup j'étais trop contente et je l'ai acheté direct. Il était super court à lire, donc ça c'est toujours sympa, et ça m'a fait me replonger dans cet univers que j'ai quitté il y a un petit moment déjà, mais que j'aime toujours autant. On en apprend un peu plus sur le personnage de Newt, qui est un personnage très apprécié par la communauté, ce que je peux comprendre même si personnellement c'est pas forcément mon personnage préféré, mais c'est vrai qu'il a un destin assez atypique qui méritait d'avoir sa propre histoire. J'ai bien aimé le livre, après c'était pas non plus la lecture de l'année, et il restait moins bien que les livres de la saga de base, mais c'est toujours cool. Et j'attends aussi la sortie en poche du livre Le Rivage des Survivants, pareil depuis hyper longtemps. Je pensais que ça allait être la suite des aventures de Thomas, Minot et toute la bande, mais en fait non. Apparemment c'est des nouveaux personnages d'après ce que j'ai compris. Donc je suis à la fois déçue parce que je m'attendais pas à ça, mais quand même bénéfice du doute, je reste assez curieuse, on verra ce que ça donne. On passe à un livre qui n'est pas du tout dans le même registre parce qu'on va parler d'André Malraux et plus précisément d'Entretiens inédits qui datent d'avant et après mai 68. C'est un livre extrêmement court qui est paru chez Folio, il coûte 2€, vous savez c'est les livres un peu classiques qui coûtent vraiment pas cher et encore je l'ai acheté d'occasion chez Gilbert, du coup c'est vraiment rentable, je l'ai payé 1€. C'est un livre qui est censé s'adresser à la jeunesse mais moi j'ai trouvé qu'il était quand même assez complexe et que c'est pas tout le monde qui pouvait lire ça. Moi, on va dire que j'ai quand même certaines connaissances parce que je suis en études de sciences politiques et aussi parce que j'ai poursuivi les études, mais une personne qui n'est pas dans le milieu académique qui voudrait lire ce livre, bah ce serait vraiment difficile pour elle, et en disant ça, je cherche pas à dénigrer qui que ce soit, mais je pense que c'est une réalité. On va avoir différentes séquences dans le livre, je crois qu'il y a 3 scènes distinctes, dont 2 interviews sur des plateaux télé ou à la radio, si je dis pas de bêtises, et une où il donne une conférence où des jeunes, souvent des étudiants, lui posent des questions. Et déjà, première chose qui m'a frappée dans ce livre, c'est les questions des étudiants qui étaient extrêmement bien posées, toujours très pertinentes, et je me dis, mais aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer ça. En fait, les étudiants qui posaient les questions étaient issus de filières assez différentes, que ce soit en littérature, philosophie, ingénierie, mathématiques, histoire et j'en passe. Et j'étais étonnée parce que j'avais l'impression que même s'ils n'étaient pas forcément dans des filières, notamment tout ce qui est scientifique, où ils pouvaient étudier des questions politiques, philosophiques, et bah, ils arrivaient quand même à prendre part au débat, et je pense sincèrement que ça aujourd'hui ce serait pas possible. J'ai l'impression que dans notre société actuelle, on a vraiment fait cette polarisation entre les étudiants littéraires et les étudiants scientifiques, avec les étudiants littéraires qui vont s'intéresser à la philosophie, à la littérature, la politique, et les étudiants plutôt du côté scientifique qui vont vraiment s'intéresser aux maths pures, à la physique, la chimie, la technologie. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une dichotomie et qu'on laisse plus la chance et l'opportunité aux personnes du côté scientifique de penser ces questions politiques qui sont pourtant majeures et qui participent à la formation de chaque citoyen. Et donc je trouve que les extraits présents dans ce livre, qui ont à peu près 50 ans, le montrent extrêmement bien. Et quand je dis qu'ils le montrent extrêmement bien, en fait c'est que avant je pense qu'on laissait plus de place du côté scientifique à tout ce qui était réflexion philosophique. Et pour ceux qui connaissent pas André Malraux, sans rentrer forcément dans les détails, c'est un écrivain français très connu, et à travers ce livre, en fait, j'ai appris pas mal de choses sur lui. Bon, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, il a notamment été proche des milieux communistes, et alors, revirement de situation, finalement, il a été ministre de la Culture à l'époque qu'on appelait le ministère des Affaires culturelles,
sous le mandat du général de Gaulle à partir de 1949 et ce pendant 9 ans tout de même. Et donc ce livre, ça montre un peu tout le cheminement qu'a fait sa pensée depuis son plus jeune âge et il va répondre sur plein de sujets, autant sur l'actualité nationale qu'internationale. Il va beaucoup parler des dirigeants de l'époque, notamment de la Chine, de la Russie, et je trouve que c'est un livre qui est assez intéressant, qui reprend également beaucoup de notions que j'ai vues en cours, donc c'était assez drôle de les retrouver dedans. Après, très sincèrement, je pense pas que ce soit un classique de la littérature, qu'il faille absolument le lire, et surtout ce qui m'a un peu énervé, mais bon, après tout, c'est un homme politique, c'est que je trouvais que parfois, il s'éloignait vachement du sujet, qu'il ne répondait pas, et que c'était pas toujours très clair, on avait du mal à cerner sa pensée, et moi, ça m'a un petit peu perdu au fur et à mesure du livre, donc voilà. En tout cas, si vous voulez commencer à lire, je pense pas que ce soit le meilleur ouvrage, ça c'est sûr. Et là, on va évoquer un autre gros morceau de ce mois-ci, puisqu'on va parler de La femme de ménage de Freda McFadden, dont je vous ai déjà parlé dans le podcast sur les sorties que j'attendais le plus, et je vous avais dit que je l'avais lu, donc voilà, je vous fais mon retour et ma critique ici. Et bah franchement, sachez que j'ai pas du tout été déçue. J'avais vraiment peur que ça soit redondant par rapport au premier, que le schéma soit le même, mais en fait pas du tout, elle a vraiment réussi à se renouveler. J'ai été agréablement surprise et je vous dirais peut-être pas qu'il est aussi bien que le premier, parce que voilà, le premier c'est la surprise, c'est la découverte des personnages, de l'univers, tout ça, mais franchement, on se maintient. C'est cool parce qu'on en apprend un peu plus sur le personnage de Millie, le personnage principal qui n'a pas changé, c'est toujours la même, et on va la voir évoluer au sein d'un autre milieu. On va aussi voir davantage ses relations personnelles qui vont être très importantes, et ça j'ai beaucoup aimé parce que ça participe vraiment à son développement et donc au développement de l'univers. Et puis pour le plot twist, évidemment, je vous spoil pas, mais au début ça m'a vraiment retourné le cerveau, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce qui se passait, les personnages, tout ça, parce que vraiment j'étais un petit peu perdue, et puis après je me suis posée, j'ai réfléchi, et j'ai dit ah ouais ok, ouais il s'est passé ça, ah ouais, et là je me suis dit ouais franchement pas mal, c'est du lourd. Si vous aimez les thrillers, bah je pense que ça peut vous plaire, même si je maintiens que pour moi c'est des thrillers assez gentils. J'en ai pas lu énormément, mais ça me paraît pas complètement être hallucinant ou gore, donc j'imagine qu'il existe bien pire. Et si vous avez aimé le premier tome, bah franchement il y a de fortes chances que vous aimiez le deuxième, donc foncez. Il est enfin paru chez J'ai lu en poche, et il y a aussi le tome 3 qui est déjà sorti en brochet, mais du coup j'attends le poche. On enchaîne avec La famille Martin de David Fuenquinos et on arrive sur la fin des livres que j'ai à lire de lui. Et oui, il fallait bien que ça arrive un jour, mais là il me reste que Je vais mieux à acheter et je le trouve nulle part. Et il y a aussi La vie heureuse qui n'est toujours pas paru en poche, que j'attends désespérément. La famille Martin, c'est un livre qui est dispo chez Folio depuis 2020, donc c'est quand même assez récent. Et franchement, j'ai bien aimé comparé au dernier que j'avais lu de lui, notamment Le potentiel érotique de ma femme, dont je suis ressortie un petit peu mitigée. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Ce que j'aime bien dans ces livres, c'est vraiment qu'on a l'impression que c'est toujours lui, donc vraiment David Fuenquinos, l'auteur lui-même, qui parle. Et je vous jure, à chaque fois, ça me fait rire, parce qu'il parle à la première personne, comme si ça devait pas être lui, mais en fait, derrière, on sait que c'est lui. Ou alors c'est moi qui suis complètement folle, mais j'ai l'impression que c'est le personnage qu'il essaie de transmettre, et j'aime beaucoup. Dans ce livre, Fuenquinos incarne un auteur, ou plutôt s'incarne lui-même, parce que oui, il est aussi représenté sur la première de couverture, et donc c'est un auteur qui est un petit peu en panne d'inspiration, et qui se dit qu'il a qu'à sortir dans la rue, et prendre la première personne qui verra pour raconter sa vie, écrire sa biographie. Et c'est ce qu'il va faire, c'est ce qui va l'amener à rencontrer Madeleine, une femme assez âgée qui a anciennement été couturière. Il va être amené à rencontrer sa fille, son gendre et leurs enfants, et va ainsi écrire le récit de toute cette famille. Il y a quand même des passages qui sont assez drôles, évidemment, dans ces livres, il y a toujours beaucoup d'humour et celui-ci ne fait pas exception. Il y a aussi des choses un peu plus tragiques, comiques et absurdes, comme toujours, parce qu'il le maîtrise à la perfection, et ça je vous laisse le découvrir. Et même si c'est un livre qui se contente finalement un petit peu de décrire des personnages, j'ai trouvé que c'était assez reposant, assez rafraîchissant, ça se prenait pas la tête et en même temps c'était marrant, on savait jamais vraiment où ça allait. Du coup c'était un petit peu la surprise et ça j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon livre préféré absolu de lui, mais je pense qu'il fait partie des meilleurs que j'ai lus. J'en ai pas du tout entendu parler de celui-ci, je trouve ça dommage parce qu'il le mérite amplement. Bon là je pense que vous en avez un peu rien à faire, mais j'ai lu un livre qui s'appelle Transport, l'ivresse des grands projets d'infrastructure, parce qu'il faut savoir que je suis passionnée par le milieu du transport ferroviaire, donc là je commence un petit peu à lire des livres sur ça. Je l'ai emprunté à la BU en me disant on va voir ce que ça va donner, et bon franchement j'ai pas trop kiffé, en fait je m'attendais pas à ça. C'était vraiment très technique, très économique, et même si ça fait partie de mes études, là vraiment j'avais pas envie de lire un livre sur ça. Je voulais plutôt le côté entreprise parce que je voulais quelque chose qui soit plus tourné vers la SNCF que vers l'économie en général du ferroviaire. En tout cas, je pense que j'ai pas encore le niveau, que c'est trop technique et peut-être qu'à l'avenir ça pourrait m'intéresser, mais là c'était pas le bon moment.
Du coup voilà, le livre était intéressant parce qu'il parlait quand même de quelques projets comme le tunnel sous la Manche ou encore la ligne Lyon-Turin, mais voilà, c'était pas ce que j'ai envie de lire, donc j'étais un peu déçue. Après, je vais pas vous recommander ou non ce livre, hein, si vous avez une appétence particulière pour le ferroviaire et l'économie, bon bah ça peut vous plaire, mais sinon c'est pas la peine, et honnêtement je pense pas que ce soit la majorité des gens ici. Ensuite, j'ai lu Le féminisme raconté en famille de Maragoyer. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque municipale de mon village parce que bon, à chaque fois que j'y vais, je me dis non, tu prends pas de livre, t'en as déjà suffisamment à lire chez toi. Et puis finalement, je repars toujours avec un ou deux livres. Et donc là, je suis tombée sur celui-ci. Bon, en fait, tomber, c'est pas exactement le mot adéquat, hein, parce que ça fait un petit moment maintenant que je lis pas mal de littérature féministe. C'est un sujet qui me passionne de plus en plus et je trouve ça important de comprendre l'origine de cette notion, les évolutions et les nouveaux enjeux, donc forcément ce livre m'a appelé. C'est un livre qui est assez marrant parce qu'il pose différents sujets sous forme de questions, parfois un petit peu dures, par exemple, est-ce que les hommes servent à quelque chose? Bon, quand on voit ça au premier abord, on se dit, oula, c'est quoi ce livre de féministe extrémiste, c'est n'importe quoi. Et en fait, pas du tout, parce que quand on va plus loin, c'est pas du tout ça, au contraire, elle donne des vraies pistes de réflexion. Et ce que j'aime bien, c'est que parfois on a des réponses, entre guillemets, hein, à certaines questions, parce que j'imagine que là, l'autrice a voulu donner ses convictions profondes, et qui sont généralement assez dominantes, ou du moins, beaucoup de personnes partagent ces réflexions-là, et des fois, on n'a pas du tout de réponse à la question qu'elle pose, et donc dans ces cas-là, soit elle va donner les avis divergents, par exemple le pour, le contre, le oui, le non, ou alors elle laisse la question en suspens. Elle donne simplement quelques pistes et à chacun de se faire son propre avis. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que ça montre que parfois oui, on peut avoir des réponses à certaines questions, ou en tout cas avoir un avis qui est bien tranché, et bah parfois on n'a pas de réponse. On a une position qui est assez ambivalente et peut-être qu'on n'aura jamais de réponse tout au cours de notre vie. En tout cas, j'ai tellement aimé le livre que j'ai décidé de l'acheter. Donc voilà, je l'ai trouvé en occasion sur Momox, donc je vais pouvoir le garder et l'avoir dans ma bibliothèque et peut-être le relire pour la noter du coup. Et en plus de ça, j'ai appris énormément de choses sur le courant féministe et aussi les droits, malgré le fait que je sois en licence de sciences politiques. Donc c'est des sujets voilà qu'on a déjà évoqués, mais c'est toujours bien d'approfondir un petit peu certaines notions. Et donc le second livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'est Changeons de voie, les leçons du coronavirus de Edgar Morin. C'est le premier livre de Edgar Morin que je lis et j'ai envie de dire qu'il était temps parce que c'est quand même quelqu'un d'assez reconnu, dont on nous parle quand même souvent en sciences politiques, donc je me suis dit allez lance-toi, en plus le roman est assez récent puisqu'il est sorti en 2021, donc post-Covid, étant donné que c'est le sujet qu'il traite. Bon d'ailleurs c'est une analyse que je vais nuancer parce que je trouve qu'il se sert un peu du succès, entre guillemets, hein, vous m'avez compris, du Covid, pour son livre car en réalité c'est pas vraiment je trouve le point de départ de son œuvre et je vais m'expliquer. Bon, comme je l'ai dit, le livre est sorti en 2021, donc vraiment le Covid venait à peine de se terminer et il est vraiment important de replacer ses propos dans ce contexte précis. Aujourd'hui, en 2024, en tout cas personnellement, j'ai l'impression que le Covid ça semble assez loin, c'était une période un petit peu anxiogène qu'on essaye d'oublier et donc selon moi, il s'est servi de ce moment, quand même assez fort dans l'histoire de l'humanité, pour faire passer son message. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je pense qu'il aurait pu faire passer ce même message avec un autre contexte que celui du Covid. Parce que finalement, le Covid, il va en parler à certains moments, mais pour moi, le véritable point de départ de son livre, finalement, c'est plutôt les guerres mondiales, parce que c'est à cette période-là aussi qu'il est né. Aujourd'hui, Edgar Morin, il a 103 ans, il est né en 1921, donc il n'a pas connu la Première Guerre mondiale, mais c'était juste après sa naissance et j'imagine qu'il en a beaucoup entendu parler quand il était enfant. En revanche, il a connu la crise de 29, la Seconde Guerre mondiale, il a connu la guerre froide et tous ces événements jusqu'à nos jours, donc ça en fait quelqu'un, on peut pas lui enlever ça c'est sûr, qui a connu toutes les pires horreurs de l'humanité récemment et qui peut avoir un certain recul sur ça. C'est un livre qui traite de beaucoup de sujets, notamment de l'écologie, où il prend l'exemple du rapport Meadows, de la démocratie et de la place de la démocratie participative, du système libéral en place, de la condition humaine, du racisme, de la xénophobie, bref, un petit peu tous les thèmes de société qu'on peut imaginer sous fond d'humanisme, c'est vraiment ça pour moi le message. Et dans ce livre, il y a quelque chose qui m'a dérangée. Alors oui, désolé, du haut de mes 20 ans, je vais critiquer Edgar Morin, mais en fait ce qui me dérange, c'est que c'est un livre avec lequel on ne peut pas ne pas être d'accord, et pour moi quand on ne peut pas ne pas être d'accord, il n'y a pas de réflexion possible, et du coup ça en devient inintéressant. Évidemment, il y a toujours des personnes qui seront pas d'accord avec certaines choses qu'il énonce, mais c'est un tel récit de banalité, en tout cas je trouve que c'est compliqué de dénoncer ou d'avoir un esprit critique quand il cite Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Bon bah j'ai quand même le sentiment que c'est une citation avec laquelle on peut difficilement être en désaccord, et pour moi tout le livre c'était ça.
Par exemple, il faut laisser plus de place à la démocratie participative, il faut s'engager dans la transition écologique, ce genre de choses. Bon, voilà, après j'ai bien aimé parce qu'à certains moments, il donnait quand même des pistes de réflexion pour régler certains problèmes, et souvent j'étais assez d'accord avec lui, ou en tout cas je trouve que ce qu'il propose devrait avoir le mérite d'être étudié, mais c'était beaucoup de phrases bateaux, sous fond d'humanisme, de grandes paroles du style aimez-vous, faites ressortir le meilleur de vous-même et tout ce qui vous entoure, quoi. Bon, du coup, je vais essayer de vous lire certains passages, et encore, c'est qu'une infime partie. Être humaniste, ce n'est pas seulement penser que nous faisons partie de cette communauté de destin, que nous sommes tous humains tout en étant tous différents. Ce n'est pas seulement vouloir échapper à la catastrophe et aspirer à un monde meilleur. C'est aussi ressentir au plus profond de soi que chacun d'entre nous est un moment éphémère, une partie minuscule d'une aventure incroyable qui, tout en poursuivant l'aventure de la vie, effectue l'aventure hominisante commencée il y a 7 millions d'années avec une multiplicité d'espèces qui se sont succédées jusqu'à l'arrivée de l'Homo sapiens. Je vous en lis une autre pour le plaisir. Plus encore, l'humanisme doit prendre consciemment en charge la grande aspiration qui traverse toute l'histoire humaine, d'autant plus que les communautés tendent à étouffer les individus, que l'individualisme tend à désintégrer les communautés, épanouir sa personne au sein d'une communauté, épanouir le jeu dans l'épanouissement d'un nous. Et après avoir lu ça, j'espère que vous comprenez un peu mieux le sens de mes propos. Il n'empêche que ça reste un livre quand même intéressant à lire sur certains sujets que j'ai évoqués, notamment sur les solutions qu'il propose en matière de démocratie participative. Je vais pas en parler ici parce que le but c'est pas de vous spoiler tout le livre, c'est quand même de vous donner envie d'aller le lire même après ce que je viens de dire. En tout cas, il y a des pistes de réflexion qui méritent d'être étudiées et à vous de vous faire votre propre avis là-dessus. On en a fini pour ce récap du mois d'octobre, ça fait 8 livres, ce qui reste pas mal, d'autant que comme vous l'avez vu, on n'était pas du tout sur les mêmes registres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, si vous avez lu ces livres, et à me faire vos retours. Je vous attends comme d'habitude sur Instagram, c'est mlg-books, et on se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast de Books and Blabla.